Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Aujourd'hui, l'un des crimes les plus célèbres de la fin du 19e siècle. L'affaire Pranzini, du nom de l'assassin qui tue 3 femmes, dont 2 qu'il décapite. Et ce Pranzini est un assassin très original. En 1887, quand il est arrêté, il a déjà fait le tour du monde et il parle 8 langues étrangères. Il a travaillé à la poste égyptienne et combattu dans les rangs de l'armée anglaise. Cette histoire débute à Paris en mars 1887, sous la Troisième République donc, à une adresse qui n'existe plus aujourd'hui, le 17 rue Montaigne, qu'on pourrait situer quelque part entre les Champs-Élysées et le palais de l'Élysée. Au 3e étage du 17 rue Montaigne vit une dame qui s'appelle Régine de Montille. Comme tous les matins, sa cuisinière, Juliette, qui loge dans une chambre de bonne au 6e, descend par l'escalier de service et frappe à la porte de la cuisine. D'habitude, c'est la femme de ménage, Annette, qui vient lui ouvrir. Mais là, rien. Elle frappe encore, aucun bruit dans l'appartement. Alors elle descend voir les concierges, les lacarrières, ça ne les inquiète pas plus que ça. La Montille, elle a reçu des visites fort tard. Elle a dû forcer sur la bouteille et faire des cabrioles toute la nuit. Elle doit pioncer. Que madame dorme, au fond c'est possible. Mais Annette, la bonne, est forcément réveillée. Juliette réussit à convaincre la concierge de remonter avec elle. Et elle tape, et elle cogne, et elle donne de grands coups d'épaule dans la porte. À l'intérieur, les chiens se mettent à aboyer. Et maintenant, alertés par le bruit, tous les voisins sont dans l'escalier. Les dames en nuisettes et en cheveux, et les hommes en peignoir de soie. Et ça cancane, à voix basse. Et surtout, ça dure 1 heure, 2 heures. Et quand le facteur passe, vers 10h30, c'est lui qui conseille de prévenir le commissariat. Félix, le concierge, se rend donc immédiatement au commissariat du Roule, rue Berrier. Et ni une ni deux, le commissaire Maurice Créneau décide de se rendre immédiatement sur place, avec 2 adjoints et surtout un serrurier et un médecin. Le serrurier, c'est pas un génie. Il tâtonne, il tremble, il transpire, ça traîne. Le commissaire bouillonne, il fulmine. Et au bout de 10 minutes, l'un de ses adjoints donne un grand coup d'épaule dans la porte, et là, stupeur. Marie-Louise, 9 ans, égorgée, mais elle n'a pas été décapitée. C'est un carnage, il y a du sang partout. Le commissaire immédiatement fait prévenir le procureur, qui débarque dans l'heure avec le préfet de police, le chef de la sûreté et le juge d'instruction. Et l'enquête débute sur le champ. Partout dans l'appartement, il y a des traces de pas qui sont en fait des traces de sang. L'assassin était pieds nus. Et d'après le médecin, ce sont les empreintes de pieds d'un homme. On trouve aussi des traces de doigts, ensanglantées elles aussi. Mais de tout ça, on ne fait aucun relevé. On est en 1887, on n'a pas encore découvert tout l'intérêt des empreintes digitales. Ça viendra dans une quinzaine d'années. À cette époque-là, ce genre d'enquête se limite donc à 2 questions. Qui a pu entrer dans l'appartement et pour quel mobile les a-t-on tués?
Dans la chambre de Madame de Montille, les policiers trouvent des boutons de manchette qui portent les initiales G. Et à côté, une ceinture d'homme sur laquelle est imprimé un nom, Gaston Gessler. G. Les policiers en déduisent que la ceinture et les boutons de manchette appartiennent à un même homme qui s'appelle donc Gaston Gessler. Et d'ailleurs, en fouillant le secrétaire, on trouve une lettre du même Gaston Gessler, qui devient donc dans l'instant le suspect numéro 1 du crime. Le mobile, ça pourrait être l'argent, comme toujours. Il y a des traces de doigts et donc de sang sur le coffre-fort de l'appartement. On a essayé de l'ouvrir, on n'y est pas arrivé. Mais le ou les tueurs ne sont pas partis les mains vides. D'après la cuisinière, il manque une grosse tirelire et le portefeuille de madame a disparu. Ah, il manque aussi les bijoux, tous les bijoux. Et rien que ça doit faire un joli magot, parce que d'après ce qu'on dit, madame de Montille ne manquait pas de bijoux. Quand elle sortait, elle scintillait comme un sapin de Noël, de l'or et des diamants, que son pauvre mari, monsieur de Montille, lui avait offert avant de la laisser veuve. Quand il quitte l'appartement, le commissaire, le juge et le procureur s'accordent sur un point. Ils ont un suspect. Et ce suspect, c'est Gaston Gessler, qui a oublié sa ceinture et ses boutons de manchette dans la chambre de madame. Le concierge Félix leur dit avoir vu furtivement un homme monter chez madame de Montille. Un grand, brun, mince, vêtu d'un pardessus noir avec un chapeau haut de forme. Et en 1887, tout ça, eh bien ça peut suffire à embastiller un homme et à l'emmener tout droit à la guillotine. On se met donc à la recherche de ce Gessler, Gaston Gessler. Et comme les policiers n'ont aucune idée de l'endroit où il crèche, ils procèdent par déduction. Un type capable de commettre un tel massacre dans le seul but de voler des bijoux doit résider dans un hôtel. C'est leur sentiment. Alors suivons-les. Ils se mettent à faire le tour des hôtels et demandent à voir les registres. Et dans le quartier de la Gare du Nord, sur le registre de l'hôtel Cailleux, ils tombent sur un Gessler. Un Henri Gessler, et pas un Gaston Gessler. Le tenancier ne l'a pas vu depuis plusieurs jours, mais il n'a pas vidé sa chambre et il ne l'a pas non plus payé. D'ailleurs, les policiers demandent à voir la chambre. Le patron leur ouvre volontiers. Ils la fouillent. Oh miracle, ils tombent sur 2 chemises aux initiales G. Ils fouillent encore et trouvent des chaussettes et un mouchoir brodé portant les mêmes initiales. Dans leur tête, Henri Gessler serait donc Gaston Gessler. Il a menti sur son prénom, et puisqu'il a disparu depuis quelques jours, c'est forcément qu'il est en fuite. Le tenancier de l'hôtel décrit un grand, brun, mince, avec un pardessus noir et un chapeau haut de forme. Ça colle. Et comme entre-temps toutes les gazettes de Paris ont parlé du triple meurtre de la rue Montaigne, on se met à leur signaler des Gessler partout. Et notamment un à Bruxelles, un autre en Allemagne et encore un autre en Pologne. Les policiers se mettent en tête de tout vérifier. Et ils partent donc faire le tour de l'Europe. En 1887, il n'y a pas de TGV. Ça prend du temps. Mais c'est payant. Enfin, c'est ce qu'ils pensent sur le moment. Quand ils découvrent que le Gaston Gessler de Pologne, c'est celui qui habitait à l'hôtel Cailleux. Gessler d'ailleurs, c'est son nom d'emprunt. Son vrai nom, c'est Georges Gutentag. G. C'est un Polonais en rupture avec sa famille qui voyage sous de fausses identités. C'est peu dire que le garçon a le profil. Il a déjà fait de la prison. Pour des délits mineurs certes, mais des délits tout de même. Vagabondage, chapardage. Mais avant même de se lancer à sa poursuite, les policiers français s'aperçoivent que pour la nuit du meurtre, ce Georges Gutentag a un alibi en béton. Il n'y a pas mieux comme alibi. Il était en prison. Conclusion, c'était une fausse piste.
Mais ça tombe bien, une nouvelle piste va s'ouvrir. Et cette piste, elle va venir tout droit d'une maison close de Marseille, chez Aline, une institution marseillaise. Les filles y sont jolies, en bonne santé et plutôt fraîches, dit-on à l'époque. Et chez Aline, le 20 mars, 4 jours après le meurtre, est arrivé un drôle de loustic. Un grand brun très mince, dont se sont occupées 2 jeunes créatures de la maison, Marie et Amélie, qui racontent que quand la passe fut consommée, le monsieur s'est mis à exhiber des bijoux. Elles ont tout de suite vu que c'était pas du toc, que c'était du bel or et de belles pierres précieuses. Mais lui a prétendu que c'était du toc, et il les leur a vendus pour 3 fois rien. Amélie lui a pris une montre sertie de diamants pour 30 francs. Et au moment de payer la passe, il a sorti des boucles d'oreilles en turquoise et une broche. Et dès qu'il a eu le dos tourné, bien sûr, Amélie et Marie sont allées montrer tout ça à la patronne. « Et regardez, madame Aline, je lui ai acheté la montre pour seulement 30 francs. Pour sûr que c'est pas de la pacotille. Et moi, regardez ce que j'ai pris, des boucles en turquoise. Bah, avec ça, je ressemble à une bourgeoise. Montrez voir, les filles. Qui vous a donné ça? Bah, le type qui vient de partir, pardi. Il en avait plein les poches des breloques. Il doit être sacrément richou d'avoir tout ça. » Madame Aline, ça ne la fait pas rire du tout. Il ne manquerait plus qu'on dise qu'elle fait du recel de bijoux. C'est une sage, Madame Aline. Un client qui débourse 15 fois le prix de la passe, c'est qu'il y a un loup. C'est sûr. Et comme elle cherche toujours des occasions de se faire bien voir par la police, la mère Macrel prévient tout de suite le commissariat de Marseille. Les policiers ont demandé aux 2 filles de leur montrer les bijoux. Et c'est là que s'est produit un miracle. Oui, un miracle. Ils font le lien avec les bijoux volés rue Montaigne à Paris. Ils ont lu les journaux, ils ont surtout reçu de Paris il y a 2 jours la liste des bijoux de Madame de Montilly. Ils comparent, ce sont les mêmes. Et coup de chance, Aline la Macrel a relevé le numéro du cocher qui attendait le fameux client devant chez elle, tout à l'heure. C'était le numéro 112, monsieur le commissaire. 112, j'en suis formel. Si ça se trouve, il l'a gardé pour la soirée. Si ça se trouve, il est encore avec lui. Le cocher 112 est retrouvé dans l'heure. Ce client, il l'a baladé toute la journée. Et puis, à la fin de la journée, il y a 1 heure, pas plus, je l'ai déposé au Grand Théâtre. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'il allait voir le Barbier de Séville. Le commissaire regarde sa montre à gousset. Avec un peu de chance, la représentation n'est pas terminée. Alors il embarque les 2 filles et le cocher au Grand Théâtre et depuis les loges, il leur demande d'identifier l'oiseau. Et il est là, assis, seul, dans un fauteuil d'orchestre. Et à l'entracte, les policiers marseillais procèdent à son arrestation. Il s'appelle Henri-Jacques Pranzini. Il a 30 ans et il est très beau. Et il ne verra pas la fin du Barbier de Séville. Henri-Jacques Pranzini est conduit sur le champ devant le juge bourgeois, qui, grâce au témoignage du cocher, a une bonne idée de son parcours tout au long de la journée. « Monsieur Pranzini, vous avez demandé au cocher qu'il vous conduise au parc de Longchamp. Il dit que vous y êtes entré avec un paquet à la main et que vous en êtes ressorti sans. Que contenait ce paquet? Qu'en avez-vous fait ?» Réponse de Pranzini. « Ah ben ça, c'était un paquet qui contenait de vieilles cravates. Je les ai garées. Vous le croyez? » Les policiers, pas vraiment. Alors le juge envoie chercher des filles, Marie et Amélie. « Mademoiselle, cet homme est-il celui qui vous a vendu la montre? »« Ah ben oui, pour sûr. Cette montre-là, il me l'a vendue pour 30 francs. »« Monsieur Pranzini, vous confirmez la version de mademoiselle? »« La seule chose que je confirme, c'est que cette putain est avant tout une menteuse. » Bien. L'animal est un coriace. C'est là que le juge s'aperçoit que Pranzini a des blessures aux mains. Il demande au greffier de noter 3 blessures profondes faites avec un objet coupant, l'une à l'index de la main gauche, l'autre au petit doigt de la main droite,
la plus importante, sur le revers de sa main droite. « Comment vous êtes-vous blessé ?» Silence. Dans la tête du juge, c'est clair. S'il s'est fait ça, c'est en décapitant ses victimes, avec le couteau. Mais ça n'est pas ce que pense le médecin légiste. « Je suis formel, monsieur le juge. Ces entailles ont été faites par des ongles de femme. » Ça veut simplement dire que les 3 femmes ont tenté de se défendre. C'est tout. Il est tard et le juge bourgeois suspend l'interrogatoire. Et Pranzini est conduit en cellule. Et il se met discrètement à déchirer son pardessus en fines bandelettes de tissu. Il les attache entre elles et il en fait une corde pour se pendre. La corde ne tiendra pas, mais le lendemain, quand il arrive devant le juge, il a une marque au cou, le signe qu'il s'est raté. Pour boucler son enquête, le juge voudrait bien retrouver les bijoux, tous les bijoux. Le cocher a dit qu'il l'avait emmené au parc de Longchamp, qu'à ce moment-là, il avait un paquet dans les mains et qu'il était revenu sans le paquet. Le juge fait donc fouiller le parc méthodiquement. Et vous savez où il les trouve, les bijoux ? Il les avait planqués dans les fosses d'aisance, les toilettes du parc Longchamp. Sur sa lancée, le juge fait fouiller sa chambre à l'hôtel de Noailles. Et il s'aperçoit qu'à l'accueil de l'hôtel, il est enregistré de la manière suivante. Docteur Pranzini, nationalité suédoise, venant de Lyon, en partance pour Singapour. Or Pranzini n'est pas plus docteur que suédois, ça c'est sûr. En revanche, qui est-il vraiment ? Ça c'est plus flou. Il a beaucoup voyagé, il s'est battu dans l'armée anglaise et il a été haut placé dans les postes égyptiennes. Depuis, il dit que comme il parle 8 langues, il fait l'interprète. On en vient à la question essentielle. Où étiez-vous dans la nuit du 16 au 17 mars ? Il dit qu'il était chez Antoinette, à Paris. Antoinette, c'est semble-t-il sa compagne. Elle a 20 ans de plus que lui. Il vit chez elle et elle lui donne de l'argent de poche. C'est pas très loin de gigolo, ça. Mais lui dit qu'il l'aime. Donc il était chez Antoinette la nuit du crime. Les policiers vont voir Antoinette. Elle confirme, il a passé la nuit chez elle. Il a donc un alibi. Mais 3 jours plus tard, Antoinette a des remords. Elle écrit une lettre au juge, le soir du crime, finalement. Elle a bien vu Pranzini, en tout début de soirée, mais après, il est parti avec un ami. Elle n'a aucune idée de ce qu'il a fait cette nuit-là. Il se retrouve donc sans alibi. Le 26 mars, Pranzini est transféré à Paris par le train. Et dès qu'il arrive à la gare de Lyon, le juge le fait venir dans son bureau, sur l'île de la Cité. Le juge Guillot, c'est lui qui mène l'enquête sur le triple meurtre, et à partir de maintenant, c'est lui qui pose les questions. Mais les réponses, c'est Pranzini qui les fait. Et sur le crime, il n'a rien à dire. En revanche, sur sa vie, ça, il est bavard. Et il faut reconnaître que c'est un sacré numéro qui a eu une sacrée vie. Ses parents sont italiens, comme le suggère son nom. Il est né en Égypte, où sa mère était fleuriste et son père archiviste à la poste égyptienne. Il a fait de bonnes études et il est rentré à la poste égyptienne comme son père. Et il a été affecté sur des paquebots qui faisaient le tour de la Méditerranée. C'est pour ça qu'il parle 8 langues. Et c'est aussi pour ça qu'il a 2 passions dans sa vie, les femmes et les casinos. Il a passé des années à faire le tour des femmes et des casinos de toute la mer Méditerranée. Et puis à un moment donné, la poste égyptienne s'est aperçue qu'il ouvrait les courriers, les colis, et qu'il volait de l'argent quand il y en avait. Et il s'est fait virer. Et c'est là qu'a commencé sa vraie vie d'aventurier. Pranzini, par exemple, a été un temps interprète des officiers de l'armée russe en Turquie, puis soldat dans l'armée anglaise. Et là, il a fait le tour de l'Empire, Soudan, Afghanistan, Inde, Singapour, Birmanie.
À la fin du 19e siècle, vous vous rendez compte que c'est une aventure incroyable. C'est donc un sacré bonhomme que le juge a en face de lui. Un original, ça c'est sûr. Mais comment être certain que c'est lui qui a décapité Madame de Montille et sa bonne et égorgé la fille? Aujourd'hui, ça serait si simple de prouver que c'est bien Pranzini qui est l'auteur du massacre. Avec toutes les traces qu'on a trouvées dans l'appartement, les traces de pas, les traces de doigts, ça prendrait 5 minutes. Mais en 1887, on n'a pas encore réalisé que les empreintes digitales étaient uniques et que chacun avait les siennes. Alors dans cette affaire, on doit se contenter de comparer la taille des mains de Pranzini et celle des traces retrouvées dans l'appartement. En particulier sur le coffre-fort. Et ça colle. Mais est-ce que ça suffit pour confondre un homme qui nie? Non. C'est là que le juge en revient au bouton de manchette et à la ceinture retrouvée dans la chambre de madame, avec les initiales GG sur les boutons et le nom de Gaston Gessler sur la ceinture. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces fichus boutons et cette fichue ceinture? Est-ce qu'on peut faire un lien avec Pranzini? Eh bien oui. Le juge va découvrir qu'en 1881, 6 ans plus tôt, Pranzini a travaillé à Naples à la réception d'un grand hôtel, l'hôtel Caprani, et que son supérieur, à l'époque, s'appelait Gessler. Dans cet hôtel, comme d'habitude, il a barboté de l'argent, 800 francs qui étaient dans une enveloppe à la réception et qu'il a remplacé par des pages d'un livre. Donc il s'est fait virer, par le dénommé Gessler. Et pour se venger, Pranzini lui a dérobé, entre autres, ses boutons de manchette et sa ceinture. Et on peut imaginer qu'il les ait laissés dans l'appartement de Madame de Montille, exprès, pour ouvrir une fausse piste. Et au passage, puisqu'il est venu avec pour commettre son crime, alors ça signe la préméditation. Il n'y a pas que ça d'ailleurs qui signe la préméditation. Monsieur Pranzini, vous vous êtes rendu récemment chez un coutelier, n'est-ce pas? C'est possible, mais c'était pour faire aiguiser mon canif. Et auriez-vous fait l'acquisition d'un autre couteau? Il se peut que j'ai acheté un petit couteau de remplacement, dans l'attente de récupérer mon canif, rien de plus. Sauf que le juge, s'il pose ces questions, c'est qu'il a déjà les réponses. Monsieur Pranzini, je sais de source sûre que vous vous êtes rendu chez un coutelier rue des Petits Carreaux le 4 mars, et que vous y avez fait l'acquisition d'un couteau de boucher. Vous avez même exigé que ce couteau soit capable de couper du bois. C'est ce que vous avez dit. Mais monsieur le juge, taisez-vous. Je sais aussi que vous avez rapporté ce couteau quelques jours plus tard en disant qu'il avait une mauvaise prise en main et que vous êtes allé chez un autre coutelier pour acquérir un autre couteau de boucher. Vous avez compris que dans cette affaire, Pranzini joue perdant. 2 couteliers différents qui disent qu'il leur a acheté un couteau de boucher très tranchant. 2. Et il y a autre chose. Avant le meurtre, Pranzini, comme à son habitude, était sans le sou. Or, après le meurtre, il s'est mis à dépenser de l'argent qu'il n'était pas censé avoir. À se payer, par exemple, l'hôtel de Noailles, alors qu'il loge chez sa petite amie Antoinette. Mais le juge a beau lui mettre toutes ces preuves accablantes sous le nez, il maintient sa position. Il n'est pour rien dans le triple meurtre. Et tant pis si c'est, sans aveu, que son dossier part pour la cour d'assises. Le procès d'Henri-Jacques Pranzini s'ouvre le 9 juillet 1887 devant la cour d'assises de la Seine, à Paris. En 5 mois d'enquête, il est devenu l'un des accusés les plus célèbres de France. Et il faut dire qu'à cette époque-là, les gazettes spécialisées dans les faits divers ont fait un carton. Résultat, son procès attire les foules. Ce qui agace un peu d'ailleurs le président Onfray de Bréville, qui fait interdire les jumelles dans la salle. On n'est pas au spectacle, même si certains, figurez-vous, ne se gênent pas pour déboucher des bouteilles de champagne en plein procès. Ce qui a fait une bonne partie du succès de cette affaire, c'est la folle allure de Pranzini, ces airs de Don Juan italien qui en font craquer plus d'une. Il a des admiratrices, figurez-vous, et certaines lui ont écrit en prison « Cher Henri-Jacques, voulez-vous m'épouser ?» Ou alors
Cher Henri Jacques, je puis vous fournir un alibi pour la nuit du meurtre. Informez donc le juge que nous l'avons passé ensemble. Le juge, évidemment, a interdit qu'on lui fasse passer ses lettres. Mais ça n'empêche pas l'autre d'abattre sa dernière carte. Monsieur le Président, la nuit du meurtre, je l'ai passé dans le bras d'une femme de la haute bourgeoisie. Je peux pas vous révéler son nom, ça serait la compromettre. Alors, s'il ne peut pas révéler son nom, eh bien tant pis pour lui. Après 2 heures de délibéré, Jacques-Henri Pranzini est reconnu coupable et condamné à la peine capitale, évidemment. Et à l'annonce qu'il va être guillotiné, il dit « Je maintiens que je suis innocent ». Maintenant donc, il s'agit de le guillotiner. Il dépose bien entendu des recours en grâce qui lui sont tous refusés. À Lisieux, une jeune carmélite répondant au doux nom de Thérèse, et qui deviendra Sainte Thérèse de Lisieux, lui fait savoir qu'elle prie pour lui, tous les jours. Le 31 août 1887, il est amené à l'échafaud de la prison de la Roquette. Son bourreau est le célèbre Debler. Pranzini refuse de voir le prêtre, mais au dernier moment, il se tourne vers la croix qu'on lui présente et il l'embrasse. Quelques secondes après, la belle tête de Pranzini tombe dans le panier. C'est fini. Figurez-vous qu'après la guillotine, l'oiseau était tellement célèbre et tellement beau qu'on a réalisé un moulage de sa tête. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller la voir au musée de la préfecture de police de Paris. Elle y est toujours exposée. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.